La Russie fait partie de l'Europe depuis des temps très anciens, depuis plus de 1000 ans. La culture russe, la littérature russe font partie de l'Europe. Pour moi, c'est une situation déchirante. Je suis allé plusieurs fois à Kiev. C'est une belle ville. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Et je suis allé à Kiev après 2014. Donc personnellement, je n'avais aucune raison de participer à ce conflit. Si vous dites que la Russie fait partie de la culture européenne, alors le pivot vers l'Asie, le tournant asiatique de la politique russe, est-ce une erreur? Non, ce n'est pas une erreur. C'est une décision dictée par les circonstances. Gegen den Strom. Zur Person. À contre-courant. Portrait. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Saint-Pétersbourg, un laboratoire de la modernité, de 1909 à 1921. C'est le titre d'un livre de l'historien de l'Europe de l'Est, Karl Schlegel, qui m'a ouvert bien des fenêtres sur la Russie. Aujourd'hui, j'aimerais élargir un peu ce titre. Saint-Pétersbourg reste, aujourd'hui encore, un laboratoire de la modernité. Une ville où convergent les tendances littéraires, artistiques et musicales, tandis qu'en Allemagne s'installe un provincialisme regrettable. De Saint-Pétersbourg vient le groupe de musique Oligarch, nommé aux Berlin Music Video Awards, et parmi ses membres, il y a Anton Tschichenok, qui réalise notamment les vidéos. Stas Boudier Anton Alexandrovich. Merci beaucoup pour votre invitation, Monsieur Bob. Merci beaucoup pour votre invitation. Je parle mal russe, donc nous parlons anglais. Et je parle simplement moins bien allemand. C'est une oligarchie. Qu'est-ce qu'un oligarque? Oligarch est un projet artistique et un groupe de musique de Saint-Pétersbourg, comme vous l'avez mentionné. Nous avons commencé notre carrière en 2013, je crois. Au début, c'était le projet solo d'un musicien bien précis, un peu comme un producteur qui travaillait depuis sa chambre. Il a commencé à mixer de la musique électronique contemporaine avec des chants orthodoxes, des sons de cloches, des citations de grands classiques de la littérature russe, des pièces radiophoniques et télévisées. Et puis, il empruntait des éléments issus de la culture de masse, des choses facilement reconnaissables par l'ensemble des gens qu'on pourrait appeler slaves ou post-soviétiques. C'est donc une forme de musique moderne, n'est-ce pas, mais aussi profondément ancrée dans les traditions russes. Oui, russe, slave, post-soviétique, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est quelque chose de reconnaissable pour cette immense population de l'Allemagne de l'Est jusqu'à l'extrême est de l'Eurasie. Quelle origine du terme oligarque? Nous hésitions entre beaucoup de variantes pour le nom du groupe. Mais ce nom précis a été choisi en partie parce que le responsable du groupe avait regardé plusieurs heures de documentaires sur les oligarques russes des années 90 qui essayaient d'arriver au pouvoir. Et de mon point de vue, j'adore ce nom parce qu'il est d'origine grecque et parce que l'Église orthodoxe russe utilise beaucoup de mots d'origine grecque, comme baptême, entre autres. Donc, pour nous, c'était un mélange d'idées et de points de vue. Et c'était assez facile à trouver parce qu'on a changé la dernière lettre pour en faire une sorte de translittération, comme Kharkov, Khabarovsk, avec KH à la fin. Maintenant, c'est plus facile à trouver via des recherches Google. Zéloruptus trouve ses origines à Saint-Pétersbourg.
Oui, ça a commencé à Saint-Pétersbourg, en 2013. Le chanteur du groupe, Victor, est en fait né à Yaroslavl. C'est une très ancienne ville russe, à quelques heures de train de Moscou. Il y a grandi, il vient d'une famille très musicale. Son père est bassiste de jazz. Sa mère enseigne à des élèves dans une école de musique. Quand il était assez jeune, il faisait partie d'une chorale orthodoxe. Il y a donc puisé une certaine inspiration et il conserve encore quelques enregistrements de cette époque. Mais quand sa voix a mué et qu'elle est devenue moins angélique, il s'est tourné vers d'autres styles de musique. Il a expérimenté le punk rock et certaines variantes de musique électronique. Nous étions collègues dans la même imprimerie, j'étais graphiste puis directeur artistique de cet endroit, et lui était chargé de l'impression et de tout ce qui venait après l'impression. Et aujourd'hui, après 12 ans, vous êtes présent sur des scènes internationales. Comment avez-vous réussi cela? Bien fait, on est tombé là à Sapper. Très tôt, en dehors de la Russie, dès la 2e ou 3e année de notre activité. En partie parce que j'avais quelques contacts et qu'on avait une agente de booking incroyable hors de Russie. Je ne dirai pas son nom pour lui éviter des problèmes. Disons simplement elle. Elle nous a aidés. On a travaillé ensemble pendant environ 8 ans. On a tourné partout en Europe, des pays baltes à Grande Canarie, de Grande Canarie jusqu'en Chine. Notre première tournée chinoise, c'était en 2016, je crois, ou en 2017. Waouh! Donc on a toujours été un groupe qui cherchait une reconnaissance internationale ou des tournées internationales. La fille du philosophe russe bien connu Alexandre Douguine, Daria Dugina, qui est morte dans l'explosion d'une voiture piégée, enfin qui a été tuée, aimait votre musique. Est-ce que cela vous a ouvert des portes? Son père, Alexandre Douguine, vous a adressé un message vidéo. Oh non! Il nous a présenté plusieurs de ses livres. Peut-être que, pour nos téléspectateurs, il sera plus simple de l'appeler, comme elle se surnommait elle-même, Daria Platonova, parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la philosophie néoplatonicienne. Elle suivait pas à pas la carrière de son père. Je veux dire, elle étudiait la philosophie en profondeur. Oui, elle était une grande admiratrice de notre art. Et pendant la période du Covid, nous avons créé cette émission diffusée en ligne. Pour faire une introduction, nous lui avons demandé si son père pouvait intervenir, dire quelques mots sur la situation actuelle, sur quelque chose d'existentiel autour de la peste, et ainsi de suite. Et il l'a fait. Oui, et le résultat, qu'a-t-il écrit? Qu'a-t-il dit? Il parlait de la peste de Camus. Je ne me souviens pas du titre français. La peste. La peste. Comment pourrais-je m'en souvenir? Je ne parle pas français. Bonjour, merci, c'est tout ce que je sais dire. Oui, il a fait une déclaration assez belle sur la situation actuelle, sur ce que c'est que d'être juste avant la mort, quand, à tout moment, tôt ou tard, il peut mourir sans le moindre avertissement. C'était assez touchant. Pas l'un de ses discours ou travaux patriotiques actuels. Mais une petite conversation sympathique sur l'existentialisme. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je crois, il y a 25 ans. À l'époque, vous m'avez aidé alors que je réalisais un film sur le commerce international de la fourrure et la contrebande de fourrure. À l'époque, vous étiez militant contre le commerce de la fourrure. Comment êtes-vous entré dans l'industrie musicale? Je suis arrivé à la musique par la porte de derrière, parce que j'étais graphiste. Je travaillais avec des salles de spectacle, des festivals, certains artistes.
Et par cette voie-là, j'ai fait une sorte de carrière dans le show business, en créant des visuels pour le live, des œuvres, des affiches, des identités visuelles, ce genre de choses pour des artistes, des festivals, tout ce qui touchait à la musique. En 2022, vous avez quitté la Russie pour aller à Belgrade. Pourquoi? Exactement. Eh bien, parce que tous les hommes en Russie voulaient partir à l'automne 2022. Personne ne savait s'il allait être mobilisé ou emprisonné, ou tout semblait possible. Et je ne le dis pas dans un sens positif du genre « tout est possible ». Don't mean it in a positive way, like everything is possible. No, every terror you could imagine. Non, toutes les horreurs imaginables pouvaient se produire à cette période. Comme nous avions de bons contacts en dehors de la Russie et que nous avions déjà eu des visas Schengen, nous avons décidé de partir en tournée précisément à ce moment-là. Nous avons fui la Russie en passant par la Finlande parce que c'est l'une des frontières les plus proches. L'Estonie est assez proche aussi, mais pour quelqu'un de Saint-Pétersbourg, aller en Finlande, c'était différent. C'était absolument facile, comme si nous allions à Helsinki, acheter du poisson salé, du liquide vaisselle, des vêtements en promotion, ou utiliser son aéroport, par exemple. Mais à ce moment-là, nous avons emprunté un autre itinéraire pour quitter la Finlande et aller à Belgrade. Way to leave Finland and go Belgrade, we use a steamboat ferry. Nous avons utilisé un ferry à vapeur. C'était très symbolique parce que cela tombait exactement au 100e anniversaire du soi-disant bateau à vapeur des philosophes. Vous avez déjà entendu parler de ça. En 1922, le gouvernement soviétique a décidé de faire quitter la Russie aux intellectuels, écrivains, philosophes et scientifiques du pays. À l'époque, ce n'était pas aussi sanguinaire qu'en 1937, par exemple. Il existe même une interview de Félix Dzerzhinsky dans le magazine Time, où il dit « Nous ne pouvons pas les fusiller et nous ne pouvons pas les emprisonner, alors il vaut mieux les faire partir. » Et c'était exactement le 100e anniversaire de cet événement. C'est drôle, comme ce genre de coïncidence peut se produire. Such a coincidence taking places. Fall 2000. À l'automne 2022, c'était le temps de la grande mobilisation militaire. Personne ne savait ce que l'avenir nous réservait. Combien de jeunes ont quitté la Russie à cette époque? Quelle estimation peut-on faire? Oh, well, I don't have the exact numbers, but Eh bien, je n'ai pas les chiffres exacts, mais environ 1 demi-million de personnes, peut-être plus, selon la façon dont on compte. Parce qu'au bout d'un certain temps, certaines personnes sont revenues, d'autres ont déménagé ailleurs, d'autres sont partis plus tard, par exemple 6 mois ou quelques mois après, selon la manière dont on voit les choses. Certaines vont quitter la Russie aujourd'hui, dès qu'elles en auront l'occasion, ou assez d'argent, ou après avoir fait quelques démarches avant de partir. L'émigration continue. the immigration is still going on. Oui, et je crois qu'on s'est rencontrés tous les deux en 2024. On a discuté longtemps en marchant sur l'île Vassilievski, je m'en souviens. Pourquoi êtes-vous retourné en Russie? First of all, my family is here and I'm unable to. Tout d'abord, ma famille est ici, et je ne suis pas en mesure de l'emmener hors de Russie. Je ne gagne pas assez d'argent pour lui assurer des conditions de vie convenables en dehors de la Russie. En plus, j'y avais une femme, des biens immobiliers. Donc, ce n'était pas si facile pour moi de quitter complètement la Russie. Leave Russia for entirety. Donc, ce n'est pas facile de vivre en Russie aujourd'hui parce que vous m'avez dit hier qu'il y avait aussi une répression politique. Comment évalueriez-vous la situation à l'heure actuelle? Well, first of all, I'm limited by Russian. Eh bien, d'abord, je suis limité par les lois russes et je ne peux pas dire certaines choses sur la situation actuelle, ni appeler certaines choses par leur nom. Par exemple, pour ne pas être qualifié d'agent de l'étranger ou subir une autre sanction juridique ou quelque chose comme ça, parce que je veux rentrer et ne pas avoir de gros problèmes. C'est comme ça aujourd'hui.
Donc, nous sommes à moitié muets. Nous utilisons un langage symbolique pour exprimer nos sentiments et nos émotions face à la situation actuelle. Comme nous l'avons dit auparavant, la moitié des jeunes Russes, je ne veux pas dire la moitié au sens statistique, mais un très grand nombre d'entre eux ont fui. Statistically, but a huge number of them fled away. Some of them because they had real Certains, parce qu'ils avaient une véritable position anti-guerre. D'autres, pour les accompagner ou pour avoir la possibilité de travailler comme ils le souhaitent. Parce que beaucoup de possibilités se ferment. Par exemple, pour ceux qui travaillaient sur des projets internationaux, la plupart des instituts financés par des gouvernements étrangers ferment leurs activités en Russie. Certains projets internationaux s'arrêtent. Par exemple, moi, je travaille dans le show business. On voit rarement des artistes étrangers venir en Russie, seulement des artistes très particuliers. Oligarque, votre groupe n'est étiqueté ni pro-occidental ni pro-russe. Vous pouvez participer à des événements financés par l'État en Russie, comme à des événements en Occident. Comment avez-vous réussi à faire ça? Eh bien, personne ne nous a jamais surpris à dire qu'on se moquait de la matière avec laquelle on travaille. C'est quelque chose de sérieux. On ne plaisante pas avec ça. On ne le dénature pas, par exemple. C'est quelque chose de précieux dont on prend vraiment soin. Et c'est pour ça que personne ne peut vraiment nous reprocher de faire quoi que ce soit de mal avec cette musique. Du côté des structures financées par l'État ou des militants pro-gouvernementaux, nous sommes peut-être en quelque sorte des bouffons à leurs yeux. Mais pour eux, nous sommes aussi ces artistes précieux qui prennent soin des traditions, qui font entrer un art traditionnel plus ancien dans la modernité et qui amènent un nouveau public, plus jeune, à l'écouter. Parce que lorsque nous avons commencé notre carrière, en 2013-2014, ce genre de musique était extrêmement rare. Le folk, c'était quelque chose de poussiéreux, de vieux, que chantaient les grands-mères, et qu'on ne pouvait pas rendre cool. Mais il semble que nous y soyons parvenus. Alors, certaines autorités en Russie estiment que votre musique est liée au discours officiel sur la famille, les traditions russes, l'État et l'Église. J'imagine qu'ils le prennent comme ça. Enfin, je veux dire, bien sûr, on peut regarder notre art sous cet angle. Mais j'imagine que ce pastiche postmoderne apporte de nouvelles significations à ce matériau, en le plaçant dans de nouveaux contextes, en modifiant le sens. Je ne veux pas dire jusqu'à son exact contraire, mais en le recontextualisant et Un souffle entièrement nouveau. À votre avis, quel est l'élément innovant dans votre musique? Eh bien, d'abord, l'aspect technique. Le deuxième, c'est que ce n'est pas une question de style ou de fond. Le fond est très important pour nous. Nous ne ferons rien qui puisse mettre nos fans en colère en utilisant ce matériau de manière inappropriée. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être parce que, en partie, nous ressentons le travail avec ce matériau comme une sorte d'expérience spirituelle. Et peut-être parce que nous considérons comme une mission le fait de rassembler les gens, de recoudre une société déchirée, parce qu'on voit très clairement que la société russe est très profondément divisée. Et vous êtes principalement responsable des vidéos, du montage et de la production de ces vidéos. En quoi consiste précisément ce travail? C'est aussi fabriqué de la même manière que la musique, comme un collage ou un mélange de médias, avec parfois des extraits très reconnaissables. J'utilise des clips d'actualité, de vieux documentaires, de vieux films. Et je pense que cette reconnaissance, en elle-même,
est une émotion très importante pour notre public. Quand vous reconnaissez quelque chose, vous avez l'impression d'être récompensé. Vous vous dites « Oh, je suis tellement malin, je connais ce passage ». C'est de Tarkovsky, je suppose. Vous écrivez vous-même vos scénarios. Non, mais il m'arrive de leur proposer des idées quand on travaille. On préfère travailler avec quelqu'un qui est meilleur que nous, en production et en réalisation. Il y a quelques clips que j'ai réalisés moi-même, mais ce ne sont pas les grosses first productions de notre... The blockbusters of our J'ai vu différents clips musicaux de vous. Il y en avait un sur une jeune femme très élégante, je crois dans la neige sur la Neva, en hiver. Et l'autre montrait de jeunes enfants, des enfants sans abri dans des bâtiments vieux et délabrés. Qui a eu ces idées-là? Celui que vous avez mentionné, avec les enfants sans abri, a été réalisé et tourné par Sacha Kulak. Elle venait tout juste de sortir de l'Institut de cinéma ou d'une école de cinéma, et c'était en quelque sorte son premier travail après ses études. Ne vous inquiétez pas, ces enfants ne sont pas vraiment sans abri. Ils avaient été invités depuis une équipe de hockey ou quelque chose comme ça. Ce ne sont pas de vrais clochards. Quel était le contexte de cette histoire? Pour commencer, la chanson de ce clip s'appelait « Pardonne-nous ». C'était un peu notre premier succès, construit à partir de vraies prières, avec un beat dans le style hip-hop. Et c'est en quelque sorte ce qui nous a rendus reconnaissables. Je ne dirais pas célèbres, mais reconnaissables auprès de certains groupes de personnes. Et vous avez tourné une autre vidéo. C'est une vidéo pour une sorte de jeu de char, un jeu militaire. Quelle est l'histoire derrière ça? Ah, Game of Tanks. World of Tanks is very popular online. World of Tanks est un jeu vidéo en ligne très populaire. Nous avons participé à un projet particulier de courte durée pour ce jeu. Écrire une chanson, un morceau instrumental pour eux, sans paroles, mais avec notre ambiance et notre style. Nous leur avons aussi donné nos titres sans voix pour la bande originale. Ils ont organisé une sorte d'événement spécial dans le jeu autour de cette collaboration. Ensuite, nous avons joué lors de la finale d'un tournoi qu'ils organisaient. Et c'était le jour des conducteurs de chars, la fête précise que les conducteurs de chars célèbrent. Donc, la vidéo est devenue populaire. Enfin, non, je ne pense pas que celle-ci en particulier ait été populaire. Mais ce jeu est extrêmement populaire, vraiment. Il compte des millions de joueurs dans le monde entier. Je crois qu'au départ, ce jeu a été produit en Biélorussie. C'était l'un de leurs projets de haute technologie au début des années 2000. La Biélorussie accordait beaucoup d'avantages de liberté et de financement aux projets de haute technologie. Ils avaient leur propre zone de projet, sur le modèle de la Silicon Valley. Elles ont pris de l'ampleur, encore et encore, et ont ouvert des bureaux dans toute la région post-soviétique. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont interdits en Biélorussie, mais en Russie, ça fonctionne toujours, et c'est très populaire. Seuls quelques Allemands connaissent Saint-Pétersbourg, et encore moins connaissent la scène musicale de Saint-Pétersbourg. Pouvez-vous nous en donner un aperçu? Eh bien, davantage d'Allemands connaissent cette ville sous son ancien nom, Leningrad. C'est la deuxième plus grande ville de Russie, une sorte de seconde capitale fondée par Pierre le Grand, le tsar qui a fait de la Russie un véritable empire ouvert sur l'Occident. Mais, en réalité, je pense que cette image relève en partie de la propagande historique. Car avant cela, la Russie était déjà assez intégrée à la société européenne, à l'histoire européenne. Nous avons une histoire de mariées européennes
qui venaient en Russie depuis des endroits très éloignés, comme l'Angleterre, par exemple, dès le début du XIe siècle. Ivan le Terrible était donc en correspondance avec Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, la Reine Vierge. C'est simplement le point de vue des manuels d'histoire qui veut que Pierre le Grand ait tout commencé. Comme vous l'avez dit, il a ouvert une fenêtre sur l'Europe. C'est aussi un surnom de Saint-Pétersbourg. A nickname for Saint Petersburg as well. I met Shnurov. J'ai rencontré Shnourov, Sergei Shnourov, le fondateur du groupe Leningrad. J'adore ses chansons. Je l'ai rencontré dans le bâtiment de la télévision du côté de Petrograd, à Saint-Pétersbourg. Un matin, il était complètement ivre. Mais il a aussi fait beaucoup de chansons politiques ironiques. Comment évaluez-vous cela? Comment le voyez-vous? How do you estimate that? How do you see that? Well, before that, he was very popular, absolutely Eh bien, outside of avant ça, politics, il était très populaire, totalement en dehors de la politique. Il incarnait ce type ivre, mais intelligent, qui jure beaucoup, boit beaucoup, fait des blagues très gênantes et intolérantes, et ainsi de suite. Il a fondé le groupe Leningrad au début des années 2000, je crois. Puis, vers la fin de la décennie, il a décidé de mettre le projet en pause pendant quelque temps. Il a lancé un groupe parallèle appelé Rouble, plus engagé sur les questions sociales et avec un son plus lourd. Mais ça n'a pas rencontré de succès en dehors de sa propre image publique. Après ça, il a relancé Leningrad. C'était aussi un groupe non politique qui se moquait de la consommation, de l'état de la société moderne, ce genre de choses. Ce que vous dites sur ces chansons politiques n'était pas aussi populaire que vous semblez le penser. C'était de très courtes vidéos Instagram qu'il faisait sur le sol de sa cuisine, avec une guitare. C'était davantage dans le style d'un blog musical, mais ce n'était pas si populaire. Il est surtout devenu plus connu quand il a commencé à être soutenu financièrement par certaines figures politiques en Russie. Sponsored by some political figures in Russia. Et le chef de la compagnie de mercenaires Prigogine était l'un de ses amis, et il travaillait pour lui. I'm not sure if he worked directly. Enestep s'il travaillait directement avec lui, mais il semble qu'il était favorable, avait de bien carapinu esprit à Rimgring. Nokor Shunner, Jekon, Ford Knauer. Change side drastically, for sure. Y a-t-il des liens entre Leningrad et les oligarques? Oh, not really. We have met briefly. Oh, pas vraiment. On s'est croisés brièvement une ou deux fois en coulisses, sans vraiment avoir de conversation sérieuse. Juste des banalités. Où trouver des toilettes, ou à qui demander des trucs concernant les auteurs. Je ne sais pas trop. Je l'ai rencontré quelques fois, mais on n'a jamais parlé. Quelle est la différence entre les styles musicaux? Oh, c'est complètement différent. Leningrad travaille avec le ska, le punk, beaucoup de cuivre, des saxophones, ce genre de choses. C'est le genre de musique qu'on peut mettre à un mariage d'ouvriers ou... je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose de très intellectuel en fait. Ce que nous faisons n'est pas aussi drôle, je suppose, mais ça a son propre fond, son propre sens. Et la spiritualité que nous mettons dans notre musique, il est impossible de la trouver dans l'art de Shnourov. Impossible to find in Shnurov's art. Mais il y a une similitude. Leningrad comme oligarque puisent tous deux dans la tradition et la culture russe. I don't really feel that Leningrad ever tried to. Je n'ai pas vraiment l'impression que Leningrad ait un jour essayé de faire quelque chose avec la tradition. Ou, vous savez, non, ils avaient une approche complètement différente de ce qu'ils faisaient. C'était juste un passe-temps amusant pour des employés de bureau ou des bourgeois, si on peut les appeler comme ça, avant la reformation du groupe, je suppose. Je ne peux pas vraiment dire ni situer où... Ah si, je peux dire où ils ont essayé d'utiliser la tradition, mais c'était pas le genre dont vous parlez. Ce n'est pas une question de folklore ou d'ethnicité. Ils utilisaient le folklore urbain. Oui, comme les romances violentes du début des années 20, quelque chose comme ça. Oui, il l'a fait, mais seulement sur le premier ou les deux premiers albums, je suppose. One or two long plays, I guess. The idea behind your work is
L'idée qui sous-tend votre travail est en partie de créer des ponts entre les cultures et les différents points de vue. Et il y a des années, la Russie se définissait comme faisant partie de l'Europe. Quand j'entends des philosophes et des politologues comme le professeur Karaganov, qui a déclaré dans une interview « Le parcours européen de la Russie est terminé », est-ce vrai? Maybe for him, I guess. Peut-être pour lui. J'imagine que plus personne ne veut l'inviter en Europe. Mais pour nous, non, je ne pense pas. La Russie fait partie de l'Europe depuis des temps très anciens, depuis plus de 1000 ans. La littérature russe fait partie de la culture européenne, tout comme les écrivains classiques, les artistes ou les musiciens. Personnellement, je ne ressens pas vraiment cette séparation. Par exemple, beaucoup d'artistes et d'écrivains russes copiaient des styles ou des genres européens, mais ils y apportaient quelque chose qui leur était propre. Dostoïevski en est un exemple très clair. Il copiait Dickens, mais avec son style à lui, avec sa vision à lui. Tolstoï copiait aussi quelqu'un de la littérature anglaise, mais j'ai oublié le nom, et aussi de la littérature française. Hugo, par exemple. Les Misérables est une sorte de modèle pour guerre et paix. Si vous dites que la Russie fait partie de la culture européenne, alors ce pivot vers l'Asie, ce tournant asiatique de la politique russe, est-ce une erreur? Oh no, it's not a mistake, it's a situational decision. Oh non, c'est pas une erreur. C'est une décision dictée par la situation. Comme nos responsables politiques n'ont aucune possibilité de travailler avec l'Union européenne, ils se sont tournés vers l'Asie. Nous aussi, nous travaillons avec les marchés asiatiques, mais nous avons commencé en 2016. Notre première tournée en Chine, c'était environ 8 spectacles d'affilée, il y a peut-être 10 ans. Et nous gardons le contact avec ces gens-là. En septembre prochain, nous retournons en Chine. Oh, c'est formidable! Qu'est-ce que vous en attendez? Déjà ne pas perdre d'argent et revenir en bonne santé, je suppose. Vous avez dit que la Russie fait partie de la culture européenne. Mais aujourd'hui, l'Europe est divisée. D'un côté, l'Union européenne et l'OTAN, de l'autre, la Russie. Et la raison, c'est la guerre en Ukraine. Alors, qu'en pensez-vous? Comme je vous l'ai dit, j'ai bien peur de ne pas être la personne la mieux placée pour clarifier la situation sur le front ukrainien. Et simplement en raison de contraintes juridiques, je ne peux pas vraiment en parler librement, vous savez. Mais pour moi, c'est une situation déchirante. Je suis allé à Kiev plusieurs fois, c'est une très belle ville, je n'y ai jamais eu le moindre problème. Et je suis allé à Kiev après 2014. Donc personnellement, je n'avais aucun d'être parti à ce conflit. Alors vous n'avez ressenti aucune russophobie ou quoi que ce soit de ce genre en Ukraine? Non. Vous voulez dire, à cette époque, bien sûr. C'était il y a plus de 10 ans, maintenant. J'étais très heureux de rencontrer ces gens, de discuter un peu avec eux. Il n'y avait aucun conflit avec les habitants. Vous m'avez parlé de voyages en Ukraine, à Kiev. Vous avez fait des tournées à travers la Russie, à Mourmansk et dans d'autres villes. Et vous m'avez aussi parlé d'une tournée prévue en Chine. Comment avez-vous réussi à atteindre le sommet? Qu'est-ce que vous voulez dire au sommet du classement des tubes? Le sommet des succès, le sommet de la musique. On n'est même pas près du sommet des hits. C'est quelque chose de très niche, parfois pour des milieux un peu intellectuels, parfois pour le grand public. Et c'est formidable, parce que c'est un peu notre mission. Rapprocher les Russes.
rapprocher les pays post-soviétiques. Bien sûr, je parle davantage de la partie européenne, mais le russe reste une langue véhiculaire dans un sixième du monde, voire plus, je suppose. J'ai rencontré des centaines de personnes qui aimaient la culture russe, qui ne l'avaient pas annulée ni écartée de leur quotidien, qui avaient appris le russe pour lire nos classiques ou pour soigner des Russes. Beaucoup d'Européens, beaucoup d'Américains, énormément de gens aiment encore cette culture. On ne peut pas séparer la culture de la politique. Moi, je ne peux pas. Vous pouvez? Oui, par exemple, avec les auteurs problématiques. Vous savez, c'est une situation très courante aujourd'hui. On réexamine certains écrivains classiques et on trouve quelque chose de mauvais dans leur biographie. Est-ce que ça nuit à l'œuvre elle-même? But does that hurt the art itself? For me, no. Pour moi, non. Mais aujourd'hui, la culture est profondément impliquée dans la politique. Par exemple, le chef d'orchestre Gergiev a été évincé de Munich et renvoyé en Russie. Il existe donc des démarches qui cherchent à faire de la culture, de la musique, un instrument politique. Qu'en pensez-vous? Music, a political instrument. How do you think about that? Well, every country has its own. Eh bien, chaque pays a son propre soft power. Le style, ça fonctionne. Gergiev en est un exemple très clair. C'est une marionnette du gouvernement parce qu'il dirige l'un des théâtres musicaux les plus connus de Russie. Bien sûr, c'est l'un des visages de l'art officiel. Mais il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas d'argent du gouvernement, qui ne s'en préoccupent pas vraiment, ou qui peuvent travailler en dehors de ce système. Évidemment, à mesure que votre popularité grandit, il y a des limites, des frontières. Bien sûr, le poids de ce que vous dites grandit aussi. Et quand on est une figure de premier plan, on devient tous un peu politique, parce que on influence son public. Et si cette influence devient suffisamment importante, cela peut devenir dangereux pour un gouvernement. Pas vraiment dangereux, mais cela entre en concurrence avec les récits que l'État propose. Oligarch est désormais nommé au Berlin Music Video Awards. Quel est le rôle de cette récompense? Eh bien, avant d'être nommé, je n'avais jamais entendu parler de ce prix. Mais il semble que beaucoup de très grands artistes soient nommés. Nous sommes nommés pour le prix de la meilleure réalisation. Nous sommes en compétition avec des artistes comme Björk, Mitski, Peaches, Georgie, Rosalia, de très grands noms internationaux. Pour moi, c'est un grand honneur d'être représenté à cette échelle. Quelles sont vos prochaines idées, vos prochaines étapes? Oh, les prochaines étapes. Un projet un peu fou que j'aimerais réaliser. L'année dernière, j'ai eu l'idée d'une vidéo de style documentaire sur un sujet très précis, les travailleurs et travailleuses du sexe. Sur les travailleurs et travailleuses du sexe? Oui, malheureusement, je ne l'ai pas réalisé. Mais vous savez, ce genre de projet, c'est bien de les garder quelque temps. Parfois, ils s'améliorent comme un bon vin. Ou alors, la situation évolue d'une certaine manière. Et vous avez quelque chose à résoudre. Hey, faisons-le. Something in your back pocket to like, hey, let's do it. For example, one of my most. Par exemple, l'un de mes projets préférés avec Oligarch, c'était en 2022, juste après la mobilisation. Ça s'appelait Présentation spéciale féminine. Évidemment, on entend la moquerie du nom officiel de l'opération militaire spéciale. L'idée, c'était que le pays était devenu entièrement féminin, parce que les hommes s'étaient enfuis pour éviter d'être enrôlés. Il ne restait que des filles. On avait un concert prévu vers octobre ou novembre pour célébrer la sortie de notre nouvel album. Mais, vu la situation, on s'était réfugié en Serbie et on ne voulait pas revenir aussi vite. Alors je me suis dit que ce serait formidable de faire une présentation sans nous, laisser des filles se produire sur scène pendant que notre musique jouait. Et nous, on apparaîtrait seulement dans une petite vidéo enregistrée pour dire bonjour depuis un pays très très lointain et leur adresser quelques mots avant leur passage. Have a little tear before them. Le prochain projet sur les travailleurs du sexe est un projet d'Anton Tchichnok et du groupe Oligarch.
Il aborde des thèmes politiques avec ironie, mais au départ, la musique n'a rien à voir avec la politique. La musique doit construire des ponts. Merci beaucoup pour cela, Anton. Merci beaucoup. Et nous, à Contre le courant, nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Welche die Propagandamedien verschweigen.